Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Les Adorables, l'émission consacrée à l'adolescence qui donne la parole aux adolescents. Je suis Nathalie Anton, professeure de français en collège et lycée, et également psychologue spécialiste des adolescents et des jeunes adultes. Pour cette 4e émission, qui sera également la dernière de l'année scolaire, les lycéens ont voulu aborder le thème de la sexualité. Dans cet épisode, ils vont partager avec vous ce qu'ils ont à en dire, à travers les questions que je vais leur poser, et dans le suivant, ce sont eux qui tendront le micro à Véronique Pigny, conseillère conjugale et familiale à l'Institut Fournier de Paris, afin qu'elle puisse répondre aux leurs. Charlotte, Élise, Ève, Lana, Suzanne et Thomas, bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir choisi la sexualité comme thème de cette émission, alors qu'on pourrait considérer que cela relève de votre intimité ou que cela pourrait vous mettre mal à l'aise? Thomas. Je dirais qu'avec ce podcast, on essaye quand même de passer un message à des personnes qui auraient des questions et pas forcément un moyen de réponse. Ève. On essaie d'aborder des sujets qui intéressent et concernent les adolescents, et je pense que c'est une question que tous les adolescents vont se poser ou se sont déjà posés dans la vie. Notre podcast, je pense que c'est la plateforme idéale pour en parler. Merci. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais une loi datant du 4 juillet 2001 prévoit que les élèves de la primaire et la terminale bénéficient chaque année de 3 heures d'information et d'éducation à la vie affective et sexuelle. Donc si je fais le calcul depuis votre entrée au collège, sachant que vous êtes aujourd'hui en première et en terminale, vous auriez dû assister respectivement à 18 ou 21 séances dédiées à ce sujet, et ce, en plus des cours de SVT. Alors ma question c'est, est-ce que ça a été le cas? Et sinon, combien de séances vous rappelez-vous avoir eu sur ce sujet? Suzanne. J'en ai jamais eu. Charlotte. Moi j'en ai eu pour la première fois une il y a peut-être 3 semaines, quelque chose comme ça, par le CRIPS, et c'était hyper intéressant, et je pense que j'aurais aimé avoir cette intervention beaucoup plus tôt comme c'est prévu. Ève. J'ai participé à une intervention une fois en 3e et c'est tout. Dans vos souvenirs, sur quel thème ces interventions étaient-elles plutôt centrées, et quels autres points auriez-vous aimé voir abordés pour ceux qui ont bénéficié de ces séances? Charlotte. On a parlé principalement du consentement, de la notion de violence, d'harcèlement et d'agression. Après, je pense qu'en 2 heures, un vendredi matin, c'est compliqué de parler de tous les sujets. Je pense qu'il aurait été intéressant aussi de peut-être aller un peu plus sur la communauté LGBTQ. Ève. Moi, dans mon souvenir, en 3e, je sais qu'on pouvait poser des questions sur des papiers anonymement, et toute la classe pouvait écrire un mot, n'importe quelle question, que ce soit même une expérience, mettre dans cette boîte, et ensuite la personne qui intervenait lisait et répondait aux questions. Et je me rappelle pas exactement du discours autour de ça, mais je me rappelle que ça a éclairé pas mal d'élèves sur ces questions-là. Lana. Moi je me souviens qu'on a parlé aussi de l'avortement et des types de contraception et des moyens pour se protéger. Et comme Charlotte, j'aurais bien aimé que ce soit peut-être plus ouvert, ou au moins un peu mentionné les questions de la sexualité vis-à-vis de la communauté LGBT. Élise. Moi, c'est plutôt dans le sens de Lana. On a pas mal parlé de comment se protéger et comment aborder, finalement, entrer dans la sexualité. C'est vrai que la communauté LGBT n'était pas du tout mentionnée, et qu'il y avait peut-être cette idée qu'on avait déjà des prérequis, et ça manquait peut-être parfois d'être très explicite. Enfin, moi, je sais que la dernière que j'ai eue, elle remonte à il y a très longtemps, je pense que c'était en 5e, et je me souviens ne pas avoir eu toutes les informations dont j'aurais eu besoin pour vraiment bénéficier de cette intervention. Lana. Et surtout, je pense que la répétition des interventions est très importante, parce que je sais plus en quelle année c'était une intervention qu'on avait eue, ça devait être 6e, 5e. Moi, je me souviens que de 2-3 trucs, mais parce qu'en 5e, je m'en foutais un peu, et je m'étais dit, je m'en rappellerai, je me rappellerai des infos, et à vrai dire, j'écoutais pas non plus à 100%, parce que j'étais un peu déconnectée du sujet. Et du coup, si on ne fait pas la répétition des interventions, on oublie, et voilà. Alors, comme vous le dites, ces interventions ont pour but d'apporter des informations.
mais aussi de prévenir les jeunes de certains risques associés à la vie affective et sexuelle, tels que les grossesses précoces non désirées, les infections sexuellement transmissibles, ou encore, vous l'avez dit, les violences sexistes et sexuelles. Est-ce que parler des risques associés à la sexualité vous rassure ou au contraire vous inquiète ? Quand vous entendez parler de sexualité entre vous, y a-t-il des points qui semblent préoccuper les jeunes plus que d'autres ? Élise. Moi, je pense que c'est essentiel de parler des risques parce qu'il vaut mieux prévenir que de se retrouver confronté à des situations dont on ne sait pas sortir. Mais c'est vrai que dans ces interventions, on aborde essentiellement les risques. Ce serait bien aussi de parler de la sexualité, mais peut-être dans la vie de tous les jours et pas forcément quand ça se passe mal. Lana. Pour ma part, parler des risques, c'est pas inquiétant, enfin ça provoque pas un sentiment fort d'inquiétude. Justement, je trouve que c'est très bien d'en parler et d'insister, même s'il faut aussi insister sur d'autres choses, parce que après on est content de savoir ce que peut-être on savait pas, et on est content d'en savoir plus. Élise. Et puis, je pense que c'est aussi important de parler des risques à l'école, parce que c'est peut-être des sujets qu'on va moins aborder entre nous, et donc il faut bien que quelqu'un prévienne justement sur ces risques, et je pense que c'est aussi le rôle de l'école. Justement, la question des violences, la question du consentement, vous en parlez entre vous ou pas du tout ? Thomas. On en discute parce que c'est important, c'est des sujets qui sont fondamentaux dans la construction, soit d'une relation sexuelle ou sentimentale avec une autre personne. Et si quelqu'un n'est pas au fait, c'est absolument nécessaire d'en parler. Suzanne. Avec mon groupe d'amis, oui, ça nous arrive pas mal d'en parler parce que c'est vrai que la question du consentement, elle s'est déjà pas mal posée. Par exemple, quand on est en soirée et que c'est assez alcoolisé, il peut y avoir eu des soucis avec ça. Et du coup, on en discute beaucoup. Est-ce que vous avez déjà entendu parler ou été témoin d'une situation qui vous a choqué justement sur ce thème ? Est-ce que vous êtes intervenue ? Ève ? Donc moi, j'ai déjà assisté à ce genre de situation avec un garçon qui a voulu embrasser une fille sans son consentement, avec des discussions avec plusieurs personnes, et ce garçon s'est totalement remis en question, donc maintenant ça va mieux. Mais c'est vraiment par l'intervention de personnes intermédiaires, parce que même lui ne s'était pas rendu compte de son erreur, alors que ça en était vraiment une. Est-ce que lorsque vous vous posez des questions, l'école est un lieu où vous allez chercher des ressources ? Est-ce que vous savez par exemple s'il y a des brochures à votre disposition, s'il y a des livres au CDI, est-ce que vous en avez déjà emprunté ? Est-ce que vous savez si le lycée met à disposition par exemple des moyens de contraception ? Suzanne ? Je sais qu'on peut aller à l'infirmerie si on peut poser des questions. Maintenant, je connais pas grand monde, ni moi d'ailleurs, qui allons souvent poser des questions. Et j'ai jamais vu spécialement de brochures. Je sais que dans les couloirs, il y a des affiches qui mènent vers des sites où on peut poser des questions. Mais c'est vrai que plus souvent, on se renseigne sur Internet. Thomas ? Ouais, je trouve que le lycée, c'est pas du tout un lieu avec lequel je pourrais trouver certaines réponses, ou même si des gens pourraient avoir des questions. Je trouve que le mieux, ça reste des gens de confiance. Alors si on a ces gens de confiance dans le lycée, très bien, mais généralement, c'est pas là qu'on les trouve. Vous diriez que la sexualité reste un sujet tabou à l'école ? Thomas. Alors je sais pas si c'est des tabous à l'école, mais que c'est peut-être, en ce moment, je trouve pas forcément le lieu où on serait le plus à l'aise d'en parler. Alors ça pourrait être super que ça le devienne, mais c'est pas le lieu. Ève. En tout cas, aujourd'hui, je trouve que l'école n'est pas le premier endroit où je vais aller poser mes questions. Mais alors, c'est plus facile d'en parler à la maison ? D'après votre expérience, d'après ce que vous entendez dans vos groupes d'amis, vous avez l'impression que la maison, les parents, ce sont des interlocuteurs vers lesquels les ados peuvent se tourner ? Charlotte, de nouveau ? Moi, je pense que ça dépend totalement des familles. Moi, je sais que chez moi, on en parle sans trop en parler. Enfin, je pense que je suis plus confiance à d'autres personnes que mes parents pour en parler. Suzanne. Il y a pas mal de gens qui arrivent à en parler à la maison. Pour ma part, c'est pas du tout le cas, on n'en parle jamais. Du coup, oui, je vais plus soit j'en parle avec mes amis ou si j'ai des questions, il y a toujours Internet, quoi. Donc, vers qui peut se tourner un jeune si chez lui, les parents sont pas forcément réceptifs, et si à l'école, il n'identifie pas d'adultes qui puissent l'écouter ? Lana ?
J'ai plus tendance à me tourner donc soit vers Internet, soit vers mes amis. Mais c'est vrai que la limite de parler à ses amis ou à des gens de confiance qui ne sont pas spécialistes là-dedans, c'est de voir des fausses informations circuler, pas par mauvaise intention, mais juste parce que les gens en face y croient aussi. Et sur Internet, j'ai pas de site fiable qui me viennent en tête. Eve. Je pense que les réseaux sociaux, ça a beaucoup, ça nous aide beaucoup par rapport à ça. Il y a pas mal aujourd'hui d'influenceurs, de comptes officiels, ou même de journaux qui communiquent sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, sur tous ces réseaux. Et c'est assez fiable. Après, il faut toujours faire attention. Mais comment sur les réseaux sociaux tu peux connaître la validité, la fiabilité de ton interlocuteur ? Les personnes sur ces réseaux peuvent avoir des comptes certifiés ou bien le nombre de followers nous indique un peu si c'est fiable, parce que s'il y a 150 000 personnes qui le suivent, on imagine, en tout cas on espère que la personne ne dit pas de bêtises. Une étude publiée par l'ARCOM le 25 mai dernier, l'ARCOM étant l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, révèle que dès l'âge de 12 ans, plus de la moitié des garçons se rend en moyenne chaque mois sur des sites pornographiques. Est-ce que vous comprenez pourquoi les adultes s'inquiètent de l'exposition de préadolescents à des contenus pornographiques ? Thomas. Je pense que plus l'enfant est jeune, plus déjà ça peut être choquant. On ne choisit pas forcément d'être confronté à la pornographie, ça peut être assez perturbant. Et puis d'un autre côté, la pornographie, c'est pas un bon moyen de s'informer. Suzanne. Moi je trouve ça très inquiétant, il n'y a pas que les adultes d'ailleurs qui s'en inquiètent, puisque déjà c'est une addiction pour beaucoup de monde. J'ai connu pas mal de garçons qui en étaient addicts et ça peut provoquer des problèmes pendant les rapports sexuels. Je sais qu'il y a beaucoup de pornographie, qu'il y a beaucoup de contenu violent et du coup ça montre un peu de violence envers les femmes et c'est très axé sur le plaisir des hommes et donc les hommes les garçons qui ont grandi avec ça, ils vont pas forcément penser au plaisir de la femme, mais surtout au leur. Charlotte. Je rejoins Suzanne, ça va les conditionner à une certaine performance. Est-ce que vous savez quel est l'âge moyen du premier rapport sexuel ? Suzanne. En France, en tout cas, il me semble En que France. c'est 17 ans. 17 ans, en effet. Est-ce que vous avez l'impression qu'avoir des rapports sexuels est perçu par la plupart des élèves comme un passage obligé, avec des étapes à franchir à tel ou tel âge, et en toile de fond, un enjeu de pouvoir, ceux qui l'ont déjà fait et les autres ? Charlotte. Moi, je ressens cette pression, en tout cas dans le niveau de première, ou peut-être plus chez les filles que chez les garçons. Mais il y a une réelle compétition pour savoir qui a couché avec qui et combien de fois. Et après, je sais que les garçons s'en vantent beaucoup. Donc oui, je crois qu'il y a une réelle compétition avec plusieurs étapes et parfois des détails qui circulent qu'on ne voudrait pas savoir. Élise. C'est vrai que c'est un peu un passage obligé dans le sens où, comme on s'attend à ce que tout le monde le fasse à un moment ou un autre, pourquoi pas au lycée ? Et c'est vrai qu'il y a quand même un peu cette pression de le faire ou de ne pas le faire. Mais après, je ressens pas non plus cette séparation, justement, d'un côté ceux qui l'ont fait, ceux qui l'ont pas fait. Il me semble, en tout cas dans notre niveau, que ça reste bienveillant. Et est-ce qu'un jeune qui multiplie les partenaires, si c'est un garçon, il sera valorisé, alors que si c'est une fille, elle sera au contraire vue de manière assez négative ? Thomas. Le cliché de la fille facile, c'est un excellent moyen pour descendre et critiquer une femme qui exprime sa liberté. Suzanne. Je ressens beaucoup ce cliché, surtout par rapport aux femmes. Ève. Moi, je pense que malheureusement, ces stéréotypes, ils existent toujours. Après, il y a eu une amélioration puisque beaucoup de personnes réagissent face à ces accusations. Ça concerne beaucoup plus les filles parce que chez les garçons, c'est vu comme une fierté. Charo, Ève, ça veut dire charognard, c'est une abréviation de charognard, j'imagine. C'est une expression qui vise à dévaloriser les garçons qui multiplient les conquêtes ou ça dévalorise aussi les filles puisque par définition un charognard mange des proies qui sont mortes. Alors j'ai déjà eu ce débat avec mon père qui m'a demandé quelle était la définition de charo. J'ai pas trouvé
peut-être que ça vient de charognard et ça serait vraiment dévalorisant pour la femme, mais après tout, aujourd'hui, dire que quelqu'un est charo, je pense que pour un garçon, on est assez fier d'être appelé comme ça. Thomas? Alors le charo, on le prend pas très bien. Enfin, je dis on pour les hommes, mais après, ça dépend bien sûr des personnes, mais c'est souvent associé, je sais pas, c'est un chien, quoi. C'est quelqu'un qui a, pour parler, la dalle, qui a faim. Donc c'est rarement pris comme un compliment. Après, peut-être certaines personnes sont très fières d'être des charos, mais j'ai l'impression que quand on l'utilise, c'est pas dénigrant pour les femmes avec qui il a ses aventures, mais c'est surtout ciblé sur le gars. Mais je trouve que ça dépend beaucoup du contexte. Parfois, ça peut être un peu pour rire et ça peut être un peu une sorte de compliment, enfin, dans un certain sens. Et ça peut aussi être utilisé pour dénigrer certaines filles, quand même, leur dire entre guillemets gentiment que c'est des charros, voilà, qu'elles devraient peut-être arrêter et se calmer entre grosses guillemets. Voilà. C'est pas que spécifique pour les garçons. Non. D'accord. Non, mais je trouve que c'est plus dénigrant de dire ça à une fille qu'à un garçon. Garçon, pour moi, c'est une fierté. Après, désolé Thomas, ça va pas ce que t'as dit, mais quand on dit qu'un garçon c'est un charreau, je trouve que c'est vraiment, il a enchaîné les conquêtes, mais d'une manière positive, quoi. Lana? Ou alors, si c'est pas positif, c'est pas autant négatif que chez les femmes. D'après votre expérience, est-ce que l'homosexualité est toujours disqualifiée? Ou est-ce que c'est devenu un sujet, en tout cas dans votre entourage, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, qui semble s'être normalisé? Charlotte? Moi, je pense qu'il y a une vraie différence entre les réseaux sociaux et, entre guillemets, la vie réelle, la cour de récré, la classe. Sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que la parole s'est presque totalement libérée. Mais alors, en cours, je trouve... Libérée de manière positive? Ah oui, libérée de manière positive, mais en cours, je trouve ça totalement différent. Enfin, il y a encore des personnes qui sont gênées, je sais pas, j'ai l'impression qu'on retourne 3 siècles en arrière, donc ça dépend. Thomas? Les réseaux sociaux, ça fonctionne en termes de bulles, donc si tu tombes pas sur des posts homophobes, ça veut pas dire qu'il y en a pas, et qu'il n'y a pas une présence. Suzanne? Je pense qu'il y a eu une évolution. Maintenant, je vois quand même des différences de traitement entre les personnes hétérosexuelles et homosexuelles au sein de l'école. Récemment, j'ai eu une sorte de débat avec quelqu'un du lycée qui m'a dit qu'il n'était pas homophobe, mais il n'aimait pas les homosexuels trop efféminés. Lui, il voyait pas l'homophobie dans ses propos et je trouve ça effrayant. Est-ce que les réseaux sociaux, justement, exercent une forte pression sur ce que serait une bonne, je mets entre guillemets, sexualité? Je pense à des commentaires qui viendraient sanctionner certains comportements, à l'injonction à poster certaines photos de soi plus ou moins dénudées, au fait de se venger d'un ancien partenaire en forwardant des photos qui étaient intimes. Est-ce que finalement les réseaux sociaux c'est un si grand espace de liberté concernant la sexualité? Suzanne? Sur les réseaux sociaux, dans l'espace commentaire, on voit de tout. J'ai déjà vu des personnes qui faisaient la morale à certaines personnes pour avoir envoyé des photos dénudées en leur disant que c'était de leur faute si maintenant elles étaient exposées. Mais il y a aussi des personnes qui défendent l'autre point de vue. Lana? Sur le sujet des photos dénudées sur internet, j'ai l'impression de voir vraiment presque tous les jours une femme qui met une photo d'elle, je sais pas, en maillot de bain ou même juste avec un crop top et on peut être sûr que ça va faire soit polémique, soit juste trouver plein de commentaires sur ça pour la critiquer. Et je vois vraiment ça régulièrement et il y a des gens qui défendent, mais sur internet il y a beaucoup de dualité, c'est très polémique. Pour conclure, est-ce que vous pensez que les adultes autour de vous pourraient mieux faire en termes de prévention? Et si oui, comment? Quand je parle d'adultes, je parle des parents évidemment, et puis peut-être des professeurs, des personnels en fait de l'éducation. Charlotte? Moi, il y avait un prof d'SVT qui m'avait marqué au retour du confinement en 4e. Il avait énormément, on faisait du coup la contraception, et il avait énormément insisté sur la pilule, un peu comme
une personne qui vous fait une publicité et qui insiste que sur la pilule, et donc il a très peu parlé des autres moyens de contraception. Donc peut-être qu'on ait plus d'informations sur toutes les contraceptions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que même si les parents ne souhaitent pas en parler pour X ou Y raison, qu'ils laissent au moins un tiroir ou un sachet ou je ne sais quoi pour leurs enfants, avec des contraceptions dedans, ou qu'ils les redirigent vers un professionnel, enfin que les enfants ne soient pas laissés seuls face à leur sexualité. Ève ? Moi, je pense que si l'école arrive à former des adultes pour que eux nous mettent en confiance et que vraiment ce soit quelqu'un avec qui on a envie de parler, si on arrive à vraiment mettre en place un poste pour quelqu'un qui aurait comme principale activité de parler de ça et de vraiment être à l'aise, enfin, je pense que les élèves auront complètement confiance en elles, surtout si cette personne garde un secret professionnel par rapport à tout ce qu'elle entend. Lana ? Dans le contexte de l'école, une chose déjà qui serait bien à faire, ce serait d'appliquer les séances d'intervention qu'on devrait avoir tous les ans. Ce serait déjà une avancée, je pense que ça peut être très utile. Et quels conseils auriez-vous envie de donner, vous qui êtes grand, hein, vous êtes en fin de terminale, fin de première, quels conseils auriez-vous envie de donner aux jeunes qui vous écoutent par rapport à ce sujet de la sexualité ? C'est une vaste question, bien sûr, mais si vous deviez quand même transmettre quelque chose via ce podcast. Thomas ? Alors, je ne sais pas si je vais transmettre quelque chose, mais il faut se détacher de la pression du groupe, des autres. C'est important d'être clair avec ce qu'on veut, et si on ne veut pas, c'est pas grave. Si on ne sait pas, c'est pas grave non plus. Et le plus important dans cette histoire, c'est quand même la communication. D'être le plus clair avec l'autre, et de surtout pas hésiter à parler. Ève ? Et moi, je pense que vraiment, oui, donc il faut se protéger, il faut écouter, mais surtout, c'est un moment, en tout cas pour la première fois et pour toutes les autres fois, où il faut que vous profitiez, où il faut pas non plus se mettre en énorme stress. Si la première fois ça marche pas, ça marche pas, les prochaines ça marchera. Et même si les prochaines ça marche pas, à un moment ça marchera. Et surtout, oui, c'est ça, faire attention à sa santé, essayer de le faire avec la bonne personne. Et en fait, c'est même une des choses principales, c'est une personne avec qui vous avez confiance. Suzanne ? Comme l'a dit Thomas, vraiment de pas se mettre de pression, que ça va arriver un jour de toute façon, donc autant que ce soit bien et vraiment pas se mettre de pression, et au pire si c'est pas bien, comme disait Ève, ce sera bien un de ces quatre. Cet épisode touche à sa fin. Merci à vous, chers lycéens, d'avoir eu l'envie et le courage de partager votre point de vue et votre expérience personnelle sur ce sujet si important qu'est celui de la sexualité. J'espère que votre éclairage, auquel s'ajoutera celui de la conseillère familiale et conjugale Véronique Pini dans le second volet de l'émission, sera utile à tous nos auditeurs. Nous attendons avec impatience les commentaires. À bientôt donc pour un nouvel opus des Adorables.